Hello hello, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Nos Héritages. Tu écoutes ici la deuxième partie de l'épisode. Si c'est pas déjà fait, je t'invite donc à aller regarder la première. On poursuit maintenant la discussion avec Hanan Karimi et Selwa Boujour. Hanan est sociologue, Selwa journaliste, et je pense qu'on choisit pas son métier par hasard. Du coup, je leur ai d'abord demandé si elles faisaient le lien entre leur profession et leurs origines sociales, économiques et migratoires, et puis quel a été le parcours pour en arriver à faire ce métier en étant justement issu de toutes ces origines, et en sachant que Selwa porte un foulard et que Hanan en a porté un. C'est marrant parce que en arrivant ici, j'étais au téléphone avec ma mère et je lui disais ah ouais maman, je voulais te donner une bonne nouvelle. Mon dernier fils Daoud, qui a 15 ans, passe en première. Et en fait, c'était une bonne nouvelle, même si c'était pas une nouvelle surprenante, parce que il est nul en français. Il est très bon dans les matières scientifiques, il est nul en français, et donc j'ai eu un petit doute sur le fait qu'on le laisse passer, parce qu'il a une très mauvaise moyenne en français. Et ma mère, elle me dit, mais de toute façon, les enfants d'ouvriers les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers, les enfants de profs deviennent profs. Et je lui dis, maman, je suis une fille d'ouvrier. Après, elle me dit, oui, mais heureusement qu'il y en a quelques-uns qui échappent. Et c'était très sociologique ce qu'elle disait, pour le coup. En termes de déterminisme social, on connaît les mécanismes de reproduction auxquels contribuent les institutions scolaires, auxquels contribuent le conseiller ou les conseillères d'orientation. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de... On regarde tes origines sociales et puis, sachant que déjà ces origines sociales te limitent le champ des possibles, et en plus, souvent, les conseillers, les conseillères d'orientation se calquent sur ce champ des possibles déterminé par tes origines sociales pour te conseiller ce que tu vas faire. Et moi, en fait, je me suis posé la question en tant que sociologue, comment était-il possible que j'en vienne à occuper une place à l'université alors que mon père était ouvrier, que ma mère était au foyer. Et en fait, tout est une histoire aussi de narration et de transmission. Parce que ma mère vient d'une famille lettrée, où la plupart étaient des frais ou c'est pas frais le bon terme. En tout cas, ils avaient une connaissance du Coran, ils avaient une connaissance des textes qui a été reconnue institutionnellement, et donc ils ont pu occuper après le protectorat français des places dans les institutions publiques universitaires. Et donc, elle me racontait Ammi Sil Hussein, qui est doyen d'une faculté à Fès, d'une faculté islamique, et puis l'autre qui était frais dans telle institution reconnue, etc., etc. Et ça a contribué, en fait, quelque part à la banalisation du bagage, ou en tout cas de l'université dans mon imaginaire. C'était pas quelque chose auquel j'avais accès directement dans mon environnement social. C'est quelque chose auquel j'avais accès dans la transmission orale qui m'était faite par ma mère et qui me parlait, par exemple, des enfants justement de son oncle qui avait une maîtrise, et c'était le Graal d'avoir une maîtrise, quand je les entendais, une maîtrise au Maroc, genre, il a une maîtrise en maths, il a une maîtrise en ça. Et donc c'était super valorisé. Et mon oncle, Brahim, qui vit à Lille et qui est enseignant en histoire géo, qui, lui, est venu, alors que j'étais adolescente, pour finir un DEA, c'était un diplôme d'études approfondies, donc niveau Master 2, et donc qui était à l'université. Et un jour, c'est marrant parce que on joue au baccalauréat, parce qu'il venait souvent à la maison pour le week-end quand il était à Paris, étudiant. On joue au baccalauréat. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi il me lance ce challenge, parce que il y avait un mot en D, puis on parle de doctorat. On imagine bien que je ne savais pas ce qu'était un doctorat. Lui, il était en DEA et je savais ce que ça voulait dire d'être en DEA. Il écrivait un mémoire de recherche, etc. En tout cas, il nous en parlait assez pour. Et il m'a dit, je te mets au défi de faire mieux que moi et d'avoir un doctorat. Aussi simple que ça. Et donc, dans ma tête,
il y avait une case qu'il fallait cocher. C'était celle de faire mieux que mon oncle directement dans ce jeu du baccalauréat, dont je n'imaginais évidemment pas ce que ça représentait. Évidemment pas. La preuve, c'est que dans mon cursus, tu demandais quelle trajectoire j'ai prise. Je me suis d'abord dirigée. Alors moi, je voulais faire médecin, d'abord. Mon père a eu du mal à me laisser partir. D'accord ? Les filles ne partaient pas loin de la maison pour vivre de manière seule, etc. Et ça l'a meurtri, en fait. C'était vraiment une question de séparation qui était inimaginable pour lui, dans le sens affectif du terme, et pas possessif du terme. Et puis, quand il a vu à quel point j'étais meurtrie de ne pas pouvoir suivre mon rêve, j'ai changé de voie, j'ai fait de la biotechnologie, et là, il m'a laissé partir, faire mes études à Nancy. Et à Nancy, je portais le foulard. C'était ma deuxième année où je portais le foulard en BTS biotechnologie. Vous connaissez l'histoire, on a voulu m'exclure parce que je portais un foulard, un bandana à l'intérieur du lycée et un foulard en dehors. Et j'ai refusé le conseil de discipline et rebelote, je suis retombée à la case départ qui est l'échec universitaire. Et donc, pourquoi je dis rebelote ? Parce qu'à ce moment-là, je décide de me marier, j'ai des enfants et je suis mère au foyer pendant 10 ans d'abord. Mon mariage a duré 15 ans. Et un jour, j'ai commencé à lire des travaux sociologiques sur le devenir des enfants d'ouvriers. Et il y avait une courbe. Il y avait une courbe sur, je ne sais plus comment, je pourrais plus le retrouver sur l'échec universitaire, je crois. Et il était considéré que le fait de ne pas finir une formation universitaire était un échec universitaire, était fortement lié aux origines sociales. Je me dis, moi je pensais que c'était individuel, genre que j'avais le pouvoir de décider de mon avenir et tout. Et là, j'ai cette science froide qui me tombe dessus, qui me dit, mais en fait, t'es devenu que ce que la société a organisé pour que tu deviennes ça et que tu occupes cette place. Et ce jour-là, j'ai eu la conscience de me dire, j'aimerais bien être un électron libre quand même. En ayant conscience de ça, en ayant conscience de, selon tes origines sociales, selon tes ressources, voilà où on t'attend. Voilà ce que tu peux attendre, l'inactivité, le chômage, ou devenir ouvrière, etc. Et c'est là que j'ai repris des études de sociologie à l'âge de 32 ans, avec 3 enfants en bas âge, par correspondance. Et puis je ne sais pas par quel... je pourrais même pas dire... au moment où j'écrivais ma thèse, en 2017, je me disais, mais pourquoi tu n'as pas choisi un métier simple, en fait ? Pourquoi tu t'es mis dans la tête que tu allais avoir un doctorat en sociologie ? Enfin, il y avait des choses plus simples à faire dans la vie, quoi. Et donc je finis ce doctorat et j'ai bien conscience, en fait, de la trajectoire que ça représente. J'ai bien conscience aussi que, étant qui je suis, parce qu'au moment où je soutiens ma thèse, je porte encore un turban sur les cheveux, je vais peut-être pas avoir de place à l'université. Et je pense à quitter, comme l'ont fait nos parents, la France, sauf que j'ai des enfants et que ça complique considérablement les choses. Et puis je me suis fondue et aliénée dans le travail pour pouvoir assurer au moins un CV à la hauteur. Et puis le reste j'ai fait des choix qui s'imposaient pour pouvoir avoir un poste à l'université, notamment celui à un moment donné, de me dire, si tu fais une audition avec un turban sur la tête, à mon avis, tu n'auras pas ce poste-là. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus d'attache par rapport à mon turban. C'était une pratique plus esthétique que religieuse, donc j'ai fait tomber le turban. Et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, à l'université. C'est-à-dire une meuf puissante, et merci d'être là et de faire ça. Et inspirante. Salwa, tu nous racontes un peu toi ?
Mais du coup, je vais peut-être partager une nouvelle en primeur ici. En fait, donc, comme je l'ai dit, mon père est ouvrier et en fait, il a commencé à travailler à 14 ans. Il a fait des boulots ici et là. Il a beaucoup travaillé avec Luigi. Comme dans Mario Bros. Ouais, en plus, c'était un monsieur petit de taille avec une moustache. Ah ouais. Donc, Luigi, c'est vraiment une institution. Donc, c'est une personne très importante pour notre famille. Et hier, mon père est devenu employé. Après toutes ces années en tant qu'ouvrier, on lui a dit qu'en fait son statut allait changer. Pour revenir en fait sur l'histoire, c'est que l'an dernier, son entreprise a fait une restructuration et ils ont décidé de virer tout le monde, sachant que mon papa a travaillé dans un atelier où il n'y avait que des ouvriers. Puis après, il y avait les employés qui travaillaient dans le magasin, qui faisaient du secrétariat et qui faisaient de la gestion administrative. Et ils n'ont gardé que lui et un autre gars. Et donc, de nouveau, mon père, très conscient, il m'a dit, tu sais, si j'avais pas fait 3 fois plus que les autres, il m'aurait viré avec tout le reste de l'équipe, quoi. Et du coup, il mute sur un autre site, etc. Et là, commencent les discussions parce que l'entreprise va changer ses activités et donc il y aura plus d'ateliers. Et mon père va avoir d'autres attributions, etc. Donc il y a toujours des dépannages, etc. Mais ça sera plus dans un atelier et ça sera principalement électronique avec la programmation, etc. Donc moins d'intervention vraiment sur les pièces mécaniques. Et donc ça fait un moment que c'est en discussion et il a reçu le contrat. Il n'a pas encore signé, mais il a reçu le contrat hier. Mabrouk. Merci, donc voilà, et j'ai senti que c'était très important pour lui et il est très heureux d'avoir ces nouvelles attributions. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour où je suis allée le photographier quand le camion avec cette énergie électrique est arrivé, il me disait, donc je le prenais en photo un peu partout. Il me disait attends, on va aller au bureau. Et alors il voulait absolument, moi je voulais documenter son travail manuel et lui il voulait absolument faire des photos derrière le bureau. Et donc il ouvrait son petit ordinateur, il se mettait comme ça derrière le bureau, il me disait attends, et puis il a rangé ses lunettes et il faisait vas-y. Il se mettait comme ça. Et du coup voilà, même ma mère, on en discute, elle m'a dit ouais, ton père il est content, il prend son ordinateur, il va faire ses missions, etc. Et d'ailleurs, je lui ai offert, là récemment pour son anniversaire, je lui ai offert un nouveau sac pour le travail. Parce qu'il est venu chez moi et il a vu que j'avais un sac à dos Samsonite. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Samsonite. C'est une invitation Samsonite si vous voyez cette vidéo. Et donc Samsonite, je ne sais pas pourquoi, mais pour mes parents, c'était la marque de valises, de sacs de voyage, etc. Donc je ne sais pas pourquoi. Et moi j'avais un sac Samsonite fourni par le travail et du coup il m'a dit oh il est trop bien, oh c'est un Samsonite, oh qui te l'a donné, oh tu l'as reçu pour le travail et tout, tu l'utilises? Et j'étais là oui je l'utilise, je lui ai dit je t'en achèterai un. Et donc je lui en ai offert un pour son anniversaire, qui s'est empressé de remplir, comme il a peur de manquer de tout un tas de trucs. Je lui ai dit, mais papa, moi je t'ai acheté ce sac pour ton ordinateur. Il a rempli tous ses dictionnaires, parce que c'est une filiale allemande, donc il a dictionnaire anglais, néerlandais, allemand, il a tout, sa trousse pour les médicaments, etc. Enfin, c'est une valise, ce sac était voué à quelque chose de plus grand que ce pourquoi je l'avais destiné. Mais donc voilà, il va être normalement employé, donc après il a plus de 50 ans maintenant, donc après une longue carrière, sachant que le travail ouvrier c'est pas comme le travail employé, après beaucoup d'années d'investissement. Et en parlant d'investissement, justement, pourquoi est-ce qu'on est devenus ces intellectuels alors que nos parents sont soit ouvriers qualifiés, soit non qualifiés? En fait, récemment, on a eu une discussion avec mon père et son deuxième meilleur ami, Saïd, où il disait purée, on a travaillé toute notre vie et on n'a même pas d'argent. Et il disait qu'ils en avaient marre de travailler et que c'était dur, etc. Et puis à un moment donné, son ami il le reprend et lui dit mais tu sais, on a investi, mais on a investi dans nos enfants. Et ça c'est le meilleur investissement qu'on pouvait faire.
Et là, je lui dis, mais oui, papa, enfin, t'as investi en nous, t'as pas d'argent, mais l'argent, tu l'as mis en nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Mes parents voulaient qu'on ne manque de rien. Et ils ont, en tout cas pour moi qui suis l'aînée, ils ont très fort, très fort, très fort insisté pour que j'étudie et que je sois bonne à l'école. J'ai une éducation beaucoup, beaucoup plus stricte, donc j'étais le cobaye. Hein. Quand t'es le numéro 1, c'est la phase test. Toujours pour l'aîné, toujours. Et donc oui, il y a une éducation voilà, assez... Quand je dis strict, c'est pas, j'avais une très grande liberté, donc c'est pas par rapport au fait de pouvoir sortir ou de pas pouvoir s'habiller comme on voulait. Non, là j'étais vraiment très privilégiée. J'avais des parents très modernes, très ouverts d'esprit, mais où il fallait travailler pour l'école, il fallait faire ses devoirs et il fallait pas avoir de remarques dans le journal de classe. Enfin, c'était vraiment, ma mère elle était catégorique. Il fallait pas s'absenter, il fallait aller à l'école tout le temps. Donc voilà, et donc oui, pour mon père, clairement, ça vient de cette très forte, cette hyper lucidité en fait du contexte dans lequel il a grandi, de ce qui l'entoure, de toutes ces barrières institutionnelles et du fait que la société nous prédestine finalement à ces places très peu enviées, ouvrières ou alors à la maison, pour nous qui sommes des femmes. Et du côté de ma mère, c'est une autre histoire. Donc, comme je l'ai dit, elle n'avait pas nécessairement vocation à faire des études, mais elle n'a pas vécu toujours avec ses parents. Donc, son père est décédé quand elle avait, je pense, environ 12 ans. Donc, elle a été orpheline de son papa très tôt. Et elle a grandi avec sa maman jusqu'à ce que sa grande sœur, l'une de ses grandes sœurs, se marie. Et à ce moment-là, comme elle se mariait très jeune, c'était commun qu'une des petites sœurs parte avec elle pour la soutenir à la maison, etc. Donc, elle est allée avec sa grande sœur Zeynep. Et l'autre dernière, donc Helelia, donc ma mère et sa sœur Helelia sont les dernières de la fratrie. Helelia est allée vivre avec l'autre grande sœur Melika, quand elle s'est mariée aussi. Et il se trouve que ma tante Zeynep s'est mariée avec un monsieur très très intelligent, qui lui aussi vient d'un milieu rural. Il faisait des kilomètres à pied avec des chaussures trouées pour aller à l'école. Aussi un parcours assez exceptionnel au Maroc. Et donc il était professeur. Et il vivait de ville en ville. Donc à un moment donné, il vivait à Berkane. Ils ont aussi vécu à un moment donné à Rabat. Et quand ma sœur est arrivée, ma mère pardon, est arrivée dans la maison de sa sœur, la première chose que mon oncle a dit, c'est elle va aller à l'école. Donc il l'a amenée à l'école pour justement qu'elle puisse être instruite. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Et aujourd'hui, mon oncle est avocat et c'est le bâtonnier des avocats à Nador. Et en discutant avec ma mère récemment, elle m'a dit mais tu sais, ça c'est grâce à ton oncle. Parce que c'est lui qui me disait qu'on devait étudier, qu'on devait aller à l'école, que c'était important, qu'on devait pouvoir lire. Et c'est lui qui m'a mis cette graine dans la tête. Et c'est pour ça que moi, je vous ai poussé à aller à l'école, je vous ai poussé à étudier, etc. Elle m'a dit, je rêve d'un jour pouvoir le remercier. Et la dernière fois qu'on est allé au Maroc, je lui ai dit, tiens, maman, elle veut te dire quelque chose. Et là, elle lui a dit, larmoyante, oui, je me rappellerai toujours de cette phrase que tu m'as dite. Et je te remercie 1000 fois parce que grâce à toi, j'ai eu accès à l'éducation, sachant que la toute dernière sœur de ma mère, elle n'a pas été à l'école et elle ne sait pas lire, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est ces choses qui ont fait que mes parents ont beaucoup investi en moi, même si rien ne nous prédestinait à évoluer dans ces milieux. On a quand même grandi dans un environnement favorable où nos parents ont mis l'énergie, ont fait les sacrifices pour que nous puissions accéder à ces postes. Et moi, j'avais une activité sportive, j'avais des activités culturelles. Ma mère, très tôt, bien qu'elle soit étrangère, a compris qu'en fait, c'était hyper important de parler néerlandais à Bruxelles. Et donc, elle m'inscrivait à des cours supplémentaires en tant que francophone en néerlandais. J'avais des activités après l'école où on faisait des jeux, etc. en néerlandais, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu travailler dans des organisations néerlandophones. Et puis en grandissant, mais évidemment, en ayant des parents hyper lucides, j'ai aussi eu cette hyper lucidité en héritage. Et je voyais autour de moi que j'avais pas nécessairement les mêmes chances que les autres et que on n'était pas traités de la même façon. Et mes parents
consommait beaucoup d'actualités, donc on regardait beaucoup le journal dans plusieurs langues. On regardait le journal belge, français, marocain. En plus, au Maroc, le journal, il est dans 3 langues. Donc, il est en 4. Il est en tmazirt, en espagnol, en arabe et en français. Donc, il y a 3 heures d'affilée de journal le soir, l'un après l'autre. Les mêmes images avec des langues différentes. Mais je voyais bien qu'il y avait des rapports de pouvoir dans les narrations, qu'on n'était pas représentés de façon normale, que c'était très stéréotypé. Et même si j'avais pas le vocabulaire que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas une lecture aussi poussée avec des outils sociologiques, etc., je refusais, en fait. Ça me démangeait de voir des gens comme Bardewever à l'époque, qui avaient une surprésence médiatique, dire que les Berbères, entre guillemets, donc les Imaziren étaient des sauvages et qu'on était très mal organisés, etc. Et voir tous ces trucs à la télévision, ça me rendait malade et j'avais besoin de m'exprimer et je me disais que la seule façon, c'était de devenir moi productrice d'informations et c'était dans une réelle optique de pouvoir. En fait, je voulais inverser ce rapport de pouvoir et je voulais y participer. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais devenir journaliste. Donc, voilà. Et aujourd'hui, au-delà d'être devenue sociologue, maîtresse de conférences, journaliste, vous publiez aussi, vous avez publié toutes les deux chacune un livre, tous les deux très très importants pour toutes les femmes minorisées, musulmanes ou non, je pense, parce que beaucoup pourront se reconnaître aussi dedans. Hanan, ton livre il s'intitule « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» et tu montres très bien dedans tous les mécanismes racistes, sexistes, islamophobes qui viennent comme ça limiter la vie des femmes musulmanes, limiter leur champ des possibles, faire en sorte que peu importe leur choix, en fait, elles finissent toujours perdantes, ou en tout cas voilà, pas réellement gagnantes. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce livre et à qui est-ce que tu le destines ? Qu'est-ce qui représente pour moi ce livre ? Bonne question. Quand j'ai passé mon audition, je m'en rappelle parce que j'ai dîné avec Nadia Fadil hier. Nadia Fadil faisait partie du comité de sélection avec une dizaine de profs qui auditionnent en fait les candidats retenus pour l'audition. Nadia Fadil, on sentait vraiment qu'elle n'était pas française pour le coup parce qu'elle m'a posé une question. J'étais là en mode, on pose ce genre de questions en audition ? Elle me dit, je suis ravie de vous rencontrer, ou elle a dû dire un truc comme ça. Et comment vous voyez dans 5 ans ? Et j'étais là en mode, c'est quoi cette question ? Et donc je sais pas si je leur ai dit ça, mais genre, je me vois à l'université déjà, donnez-moi le poste. Et je lui ai dit, en fait, je pense que la première étape serait de publier un livre. Et c'est marrant parce que le podcast s'appelle Nos héritages et je disais à ma fille Nour que j'aime d'un amour inconditionnel et incommensurable, tout comme mes fils Khaled et Daoud, mais c'est avec Nour que j'ai ce genre de conversation. Je crois que mes fils, ils s'en fichent un peu. Je lui disais, comme tu le disais toi, en fait, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ? Parce qu'on ne s'enrichit pas, même en étant... pour l'instant, je ne suis pas riche, de toute façon. Même en étant fonctionnaire et universitaire. Et je disais, j'ai ce souci-là de savoir ce que vous allez hériter de moi. Et Nour, elle me dit, mais maman, en fait, ce livre, c'est un héritage. Et c'est marrant, c'est exactement ce que je me suis dit quand Fatima Mernissi, donc la sociologue marocaine, est morte en novembre 2015. Quand elle est morte, je me suis dit, waouh, quel héritage elle nous a laissé. Tous ces livres en héritage. Et en fait, je crois que c'est symboliquement un très, très bel héritage. Et j'avais à cœur, moi aussi, de pouvoir produire un livre qui me ressemble, qui soit pas travesti par ma formation universitaire complètement, c'est-à-dire où je propose une lecture contre-hégémonique, en fait, qui soit pas complètement stéréotypée, pour le dire autrement, par le cadre français, et donc où je ne dis que ce que j'ai le droit de dire. Et donc j'avais à cœur de pouvoir laisser transparaître une indignation ou une colère saine et constructive pour pouvoir outiller
à partir de mon travail de thèse, des femmes concernées et des femmes non concernées. Ce livre, il s'adresse aux femmes concernées, et j'en rencontre énormément pendant la tournée que je suis en train de faire jusqu'à mi-juin, qui me disent à quel point les mots qu'elles lisent dedans sont libérateurs à leur échelle. Et comme c'est dur aussi, et ça c'est dur aussi de l'entendre. Et de l'autre côté, des féministes blanches qui sont islamophobes, ou en tout cas qui ont des positionnements islamophobes et qui ne se rendent pas compte, ou qui participent à quelque chose qu'elles ne nomment pas, qu'elles n'identifient pas et que je nomme dans ce livre. Donc je leur tends un miroir pour qu'elles voient à quoi elles participent en termes de déshumanisation, d'exclusion et d'oppression d'autres femmes parce qu'elles ne correspondent pas à leur représentation de ce qu'est une femme. Et donc voilà, ce livre, il représente, je crois, le premier d'une série, parce que j'ai bien conscience qu'il y a une chose que je sais faire, c'est parler et écrire, enseigner, transmettre et écrire. Et pour moi, on transmet en parole, mais on transmet aussi à plus longue échelle, en tout cas échelle temporelle, par l'écrit en laissant des traces. Ouais, et c'est l'une des raisons clairement pour lesquelles le livre est ultra précieux. Et du coup, celui de Salwa aussi, c'est un livre collectif, Her Story, où là, en fait, vous êtes plusieurs jeunes femmes minorisées à témoigner aussi, à raconter votre histoire, la façon dont notamment vous êtes approprié les réseaux sociaux pour vous créer et vous réapproprier votre image, votre identité, créer des communautés aussi. Même question que pour Hanan, qu'est-ce qu'il représente pour toi et à qui est-ce que tu l'adresses ? Mais déjà, ce livre, c'est l'initiative de Mariam Colli, qui est professeure de sociologie à l'université Saint-Louis de Bruxelles. Donc, c'est elle l'instigatrice. Elle a eu l'idée, en fait, de nous rassembler autour de ce projet d'ouvrage, parce que les visionnaires, en fait, c'est une très grande observatrice, et donc elle voyait ces femmes musulmanes, bruxelloises, issues de l'immigration, avoir des discours dans un espace public numérique, s'emparer d'outils et utilisant leur image à des fins d'émancipation collective. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait ensemble. Donc elle a sélectionné les participantes et pour la plupart avaient déjà travaillé avec elle, donc elle connaissait les différents profils. Et moi, mon travail, ça a été d'écrire un chapitre. Donc c'est le premier chapitre de ce livre qui s'appelle Hub, donc amour en arabe, selfie et self-love. Et ma tâche a aussi été de donner une vie digitale à ce livre et donc de faire un travail de visibilisation et de créer un univers autour des co-autrices en collaboration avec Mango Pickle qui m'a accompagnée pour la création artistique. Et comme je le disais au début de ce podcast, à qui je destine ce livre, mais à toutes les personnes minorisées déjà, parce que c'est pas uniquement un bouquin qui concerne les femmes musulmanes. Et dans les oppressions qu'on vit, il y a des choses qui sont tellement transversales en fait, et dans nos victoires aussi. Et moi, je crois très fort à la convergence des luttes, et je pense que c'est le genre d'outil qui vient la renforcer justement. C'est un bouquin qui rend hommage à toutes celles qui étaient là avant nous, qui se sont engagées, qui nous ont ouvert des portes. Des femmes bruxelloises qui ont des profils un peu comme le tien, Hanan, qui se sont engagées sur tous les fronts et qui ont déblayé le chemin pour que nous puissions récupérer le flambeau et continuer cet engagement et ce projet sociétal pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus inclusif. Et il est destiné à toutes les personnes des générations suivantes qui vont le lire. C'est un réel outil, c'est un outil de transmission. Et c'est aussi une façon de documenter, c'est une photographie de nos travaux, de notre existence à un moment donné dans l'histoire,
parce qu'on est invisibilisé dans l'espace médiatique et public, dans les espaces médiatiques et publics traditionnels. Et donc ici, l'idée, c'était de mettre sur papier, d'écrire nos noms, de les inscrire dans l'histoire, en fait, et d'inscrire notre lutte dans l'histoire pour éviter que quelqu'un le fasse. Donc déjà, il n'y avait pas de grandes chances que quelqu'un le fasse bien à notre place, et surtout pour éviter que quelqu'un le fasse mal avec le vocabulaire inadéquat, comme c'est fait régulièrement les rares fois où les femmes musulmanes sont représentées dans les médias traditionnels, c'est pour parler du foulard. Tant bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens d'imaginer une femme musulmane qui ne porte pas le foulard. Donc quand on parle de femme musulmane, on pense directement à quelqu'un qui porte un foulard. Et en plus, c'est fait de façon stéréotypée. Donc, soit on va parler de terrorisme, soit on va parler de ne pas pouvoir porter le foulard pour travailler, pour aller à l'école. C'est tout, en fait. C'est à chaque fois ça. Et très rarement dans des faits divers. Mais donc voilà, c'est une façon de traiter l'information très anecdotique et stéréotypée. On n'est pas incluse dans un discours narratif journalistique qui permettrait de documenter notre vie en tant que citoyenne à part entière, qu'elle soit belge ou française. Donc on ne voit pas notre participation en fait à cette société qui est d'ailleurs très importante, même peut-être plus importante que celle des personnes dominantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait 3 générations maintenant qu'on participe à un projet sociétal et à défaut de pouvoir le faire dans nos pays, mais on le fait en Europe. En fait, c'est grâce à nous que ce continent est debout. C'est grâce à nous que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà. Cette islamophobie, ce racisme, ce sexisme, cette invisibilisation, Hanan, tu montres bien que ça a des conséquences très concrètes, à la fois sur la santé physique, sur la santé mentale, sur le champ des possibles, et donc sur les perspectives de vie des femmes musulmanes. Il y a une citation d'une des femmes que tu as interrogée dans le cadre de ta thèse, alors je l'ai plus exactement en tête, mais qui est ultra marquante, où elle dit en fait, je me rends compte que je marche courbée, je marche pas droit en fait. Tellement il y a ce poids et ça a un impact concret, quoi. Ouais, alors c'était important de... Il y a des analyses que je fais en mettant des mots, des lectures sociologiques, théoriques sur des expériences, des moments de vie, ou en tout cas pour les éclairer. Et il y a ces mots je ne sais plus comment je l'ai anonymisé, donc je vais faire attention, de cette femme qui dit le poids de l'islamophobie dans sa vie, et pas que de l'islamophobie, parce que si c'est beaucoup de l'islamophobie dans son cas, j'allais dire peut-être aussi du racisme, mais non, parce que je me rappelle très bien qu'elle me décrit le moment où elle porte le foulard et où elle se sent complètement observée dans la rue, complètement illégitime à circuler dans la rue. Et quand elle conscientise en fait que elle a incorporé la haine sociale, l'islamophobie dans son corps, dans sa posture, je me dis il faut absolument que je documente et que j'analyse les effets concrets de l'islamophobie dans nos vécus. Et pas simplement j'ai été victime d'islamophobie, on m'a interdit tel et tel espace. L'islamophobie, c'est ça, et c'est aussi autre chose. Le racisme, c'est ça, c'est les insultes, c'est les démonstrations violentes et évidentes de racisme, et c'est tout ce que, à force de le vivre, on incorpore en soi, dans nos affects, dans nos perceptions, dans nos représentations nous-mêmes. Par exemple, quand j'en parlais à mes étudiants également, en leur demandant comment on pouvait qualifier la distinction qu'opère, et c'est important dans le cadre de ce podcast, Nos héritages, sans doute d'en parler, de l'islam culturel des parents dont on se distancie. Non, mais c'était pas un islam savant, c'était un islam populaire. Et je leur demande de qualifier en fait cette mise à distance
d'un islam qui est effectivement populaire, effectivement culturel, parce qu'il il est porté par des personnes qui sont d'origine populaire également, ou rurale, ou autre. Et c'est quoi cette dévalorisation tellement incorporée qu'on veut s'en distinguer ? Eh bien, justement, c'est l'incorporation du mépris social. Je ne suis pas comme, ou mon islam n'est pas comme celui que vous n'aimez pas, ou celui qui est disqualifié a priori. Et le mien est savant, et le mien est authentique, et le mien est... C'est ce que j'entendais justement dans la bouche de pas mal de personnes. Et de dire que, en fait, ça, c'est-à-dire que même chez les descendants et les descendantes d'immigrés, africains et nord-africains, il y a tellement leur culture d'origine ou leur religion a été dévalorisée et dévalorisée dans les médias, à l'école et ailleurs, une incorporation, une prise en compte inconsciente de ce mépris social et cette volonté de se démarquer de ce mépris, de le mettre à distance, pour pouvoir en fait se distinguer. Mais l'opération, c'est le mépris et la haine sociale qui est incorporée. Et également de montrer à quel point ça a des effets sur la santé mentale, la santé physique et même la posture des individus. Et c'est ce qu'elle montre de manière vraiment saisissante, la manière dont ça la courbe au quotidien, et que c'est la conscientisation qui lui permet de se dire maintenant je marche droite, la tête haute. Et j'en parle dans ce livre parce que j'avais vraiment à cœur de montrer également aux personnes qui sont victimes d'islamophobie et aux groupes dominés de manière générale que la domination aliène. Et donc qu'il faut prendre en considération ces effets aliénants de la domination que nous reproduisons dans nos propres espaces pour pouvoir guérir, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Et guérir et s'en sortir, en fait, ça s'appelle s'émanciper. Ça s'appelle s'émanciper du pouvoir de la domination. Ça veut dire faire ses propres règles. Elles sont là, elles existent, mais moi, je vais décider de faire autre chose en ayant conscience de tout le package qui va avec la domination. Et donc ça, j'avais vraiment envie de le rendre visible dans ce livre. Et tu le fais très très bien. Merci. Et justement, face à l'incorporation de ce mépris social, Salwa, tu parles notamment dans ton chapitre aussi de comment est-ce que tu as eu cette démarche de réapprendre à t'aimer ou d'apprendre tout court à t'aimer, ton corps, etc., face à toutes les injonctions sexistes, racistes, islamophobes, validistes, etc. Eh bien, avec le temps, les observations, je me suis rendu compte que le racisme, le sexisme et toutes les oppressions étaient comparables à un venin, en fait, un venin insidieux qui venait nous empoisonner petit à petit jusqu'à nous... en fait, et comme tu le disais, le projet, c'est la haine, etc., c'est de nous rendre le plus docile possible et presque léthargique, en fait, et c'est la mort. Ça l'a été pendant des années, avec la colonisation, avec l'extermination de différentes races. Et ça a, comme tu le dis, un réel impact sur nous, sur notre santé mentale, mais aussi physique. Et quand on grandit dans ce contexte-là, on se déteste, on ne se supporte pas, que ça passe par les standards de beauté ou par le fait qu'on croit que c'est normal qu'il y ait plein de gens d'origine étrangère en prison, parce qu'en fait, c'est nous qui avons quelque chose qui cloche. C'est vraiment, j'entendais des gens dire ça, je lisais des commentaires comme ça sur les réseaux sociaux au tout début. Il y avait déjà des commentaires haineux à l'avènement de Facebook. Et du coup, on finit par intégrer en fait tous ces discours-là. Donc, les représentations médiatiques, les discours politiques ont des effets dévastateurs qui sont mesurables, et notamment sur la perception qu'on a de nous-mêmes et des gens qui nous ressemblent par conséquent. Et du coup, on entre dans une forme de détestation de soi sur littéralement tous les plans. Et le projet fonctionne très bien parce que du coup, on est incapable de ressentir de l'empathie pour les gens qui nous ressemblent. Et donc, d'avancer collectivement, et ça empêche toute convergence. Et du coup, le titre de mon chapitre, c'est Amour, parce que je pense que c'est crucial et c'est une forme d'engagement et de stratégie de survie, de se témoigner et de prendre le temps pour ça, parce que c'est pas évident pour se témoigner de l'amour et pour commencer déjà par être empathique et éprouver de la compassion pour soi-même. Et une fois qu'on y arrive,
Et c'est vraiment un parcours long qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'instruction, beaucoup de recontextualisation. Et bien à ce moment-là, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. On est déjà dans une position beaucoup plus empouvoirante, déjà face à nous-mêmes, à notre reflet dans le miroir, avec beaucoup plus d'assurance. On va moins courber du coup le dos, on va avoir plus tendance à justement bomber le torse, comme on dit, et à aller chercher ce qu'il faut là où il faut. Et puis, ça permet de déjà se délester du poids de tous ces stéréotypes et d'avancer ensemble, en fait. Et je le constate, nous, on est des privilégiés, on est dans une bulle de gens qui ont étudié, on parle en jargon sociologique, mais une fois que tu te retrouves dans des milieux de personnes qui sont un peu moins instruites, et qui grandissent dans des quartiers populaires et qui ont du mal à en sortir, et qui sont toujours dans des dynamiques qui sont semblables à celles du début de l'immigration, malheureusement, eh bien, on entend vraiment des discours effrayants qui relèvent complètement de la haine de soi et du racisme intériorisé. Et ça fait qu'en fait, on supporte pas. On croit que le problème c'est nous, et on supporte pas d'être en contact avec les autres, et ça nous permet pas de travailler ensemble. Et ça va juste faire qu'on va perpétuer nous-mêmes les mécanismes. Donc on devient des vrais petits soldats du racisme, et on va nous-mêmes exercer du racisme intracommunautaire, et même en interne, nous-mêmes, avec nous-mêmes. On va détester être dans des endroits... moi j'entends tout le temps des gens dire « Ah non, moi je veux pas travailler avec des Marocains, je veux pas travailler avec des, entre guillemets, Arabes. Ils savent pas faire ci, ils savent pas faire ça. » Et de toute façon, en plus en France, il y a une expression qui dit « c'est du travail d'arabe », alors qu'on en a parlé pendant 1 heure de podcast du travail de nos parents, de ce que ça représentait, et de l'admiration et de la reconnaissance qu'on éprouve pour leurs investissements et pour les carrières professionnelles pénibles qu'ils ont entrepris justement pour nous, et des effets positifs qu'elles ont dans la société. Donc voilà, effectivement, c'est un très, très, très fort outil, l'amour de soi et des autres, et la compassion, l'empathie, comme la transmission. C'est pour ça que ces 2 livres ici sont vraiment des outils ultra nécessaires et très puissants, et j'espère qu'ils iront au-delà de nos cercles privilégiés et qu'ils sauront toucher des personnes qui ont moins accès justement à ces espaces qu'on occupe en tant que journaliste, en tant que maîtresse de conférences, etc. Et alors, on a un petit rituel de fin dans nos héritages, c'est de se dire, voilà, pendant un peu plus d'1 heure, on a discuté de ce que vous avez reçu en héritage. Et là, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez laisser en héritage ? Alors, il y a évidemment ces 2 livres, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête sur ce que vous voudriez laisser ? Alors, je veux rebondir sur ce que disait Selwa, parce que s'il y a bien quelque chose dont je me charge, ou en tout cas dont j'ai conscience aujourd'hui, c'est l'héritage de l'amour. Pour moi, l'amour, ça... Pour moi, l'amour, ça guérit, en fait. Ça Verse guérit. la larme, verse. Allez, c'est presque fini. Le podcast est fini, c'est le moment. Tout à l'heure, tu parlais de nos vacances au Maroc et de dire au revoir. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc dont je n'avais pas conscience, c'est les au revoir qui deviennent des adieux. Et ma grand-mère, par exemple, est partie trop vite. Trop vite. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je donne en héritage à mes enfants, c'est ce je t'aime que je disais pas à mon papa, ou que je ne dis pas encore à mon papa, ou que je dis timidement à mon papa ou à ma maman, qui est tellement courant avec mes enfants. Genre, on se le dit peut-être 3, 4 fois, 5 fois par jour à chaque fois qu'on s'appelle. C'est normal de se dire je t'aime. C'est aussi normal parfois d'être en colère contre nos parents. Mais moi, mes parents viennent avec un certain bagage, viennent de là où ils viennent, et qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de faire autrement. Et ça, j'en ai conscience aujourd'hui. Et donc, c'est d'accepter et de pardonner aussi. Parfois des limites, parfois des reproductions qui sont pas ce qu'on aurait souhaité.
et on pardonne pour pouvoir faire mieux ou avancer et garder ces ressources affectives et familiales qui sont importantes pour nos constructions et pour nos héritages à venir, justement dans la transmission. Et voilà, du coup, ce que j'aimerais transmettre, en tout cas, c'est cet amour de soi, c'est cet amour des nôtres. Et qui dit amour dit aussi acceptation et pardon, pour pouvoir en faire des forces et pour ne plus être rongé par la colère. Parce que la colère, c'est un venin, effectivement, aussi. C'est la colère des injustices, c'est la colère qu'on retourne contre soi d'abord, contre les nôtres parfois, alors qu'ils ne sont que un maillon dans la chaîne qui est bien plus grande et dans laquelle ils ont très peu de pouvoir. Et donc ça, c'est aussi reprendre du pouvoir sur nos vies. Et donc voilà, moi, pour l'instant, c'est vraiment ce que j'essaye de m'appliquer au quotidien, dans ma transmission, dans mon travail également. Parce que c'est pas comme ça que j'ai été étudiante. C'est pas en rencontrant des gens qui étaient sensibles, qui étaient vulnérables, qui disaient d'où ils venaient, qui en faisaient des forces. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les premières années que j'ai en sociologie, c'est important aussi de leur montrer qu'il y a des choses qui peuvent devenir une force à partir du moment où on les regarde autrement. C'est marrant quand tu parles des nôtres. Moi, je pense à la chanson Pour ceux de Mafia Quinfri. Et je me dis qu'en fait, ces gens, tous ces rappeurs, ils nous ont aussi laissé un héritage très fort. Je rêve vraiment d'une société où en fait tout ce dont on parle aujourd'hui soit acquis et qu'on laisse derrière nous des générations qui aient tellement d'assurance qu'en fait il va falloir déployer de moyens plus grands ou en tout cas à l'inverse on verra les stratégies d'oppression beaucoup plus affaiblies parce qu'elles auront beaucoup moins d'effet sur les individus et donc par ricochet sur la collectivité. Et on le voit déjà avec des jeunes qui ne se posent pas nécessairement les mêmes questions que nous, même si ils vont être confrontés à un moment donné à des barrières. Je rêve de voir ces jeunes prendre leur place en se sentant complètement légitime. Je voudrais que ce syndrome de l'imposteur soit terrassé et que ce soit quelque chose qui leur soit vraiment inconnu. Et que l'héritage se poursuive et continue à être transmis. Je le dis tout le temps à ma mère, ici il reste les derniers Chibani encore en vie, on voit leur façon de s'habiller, leurs chemises à carreaux, leurs costumes. D'ailleurs maintenant avec leur petit tarbouche et maintenant ils mettent des baskets avec leurs costumes et je les trouve tellement stylés et ces mamans, ces vieilles dames avec leurs habits blancs, leurs grands foulards, leurs djellabas. En fait nous on s'habille quasiment plus comme ça. Et c'est des représentations qui vont nous manquer. Et on voit de plus en plus de jeunes de notre génération ou de celle d'avant qui s'emparent de ces représentations-là pour les faire perdurer dans le temps. On voit des expositions, je pense à la dernière expo de Samira Ahmouda qui a réalisé un photoshoot intergénérationnel avec les femmes de sa famille pour valoriser l'héritage amazigh. Ben, j'espère que les générations futures ne céderont pas à l'acculturation qui est propre à l'Occident et j'espère que nos cultures vont perdurer, nos langues, les dialectes d'Arija, le Tmazigh, j'espère qu'ils vont perdurer malgré que nous ne soyons plus là et qu'on continuera à travers ça à rendre fémage et hommage à ceux qui sont arrivés dans les années 60 en Belgique. Eh ben, un grand merci à toutes les deux d'avoir été vulnérables pour vos merci mots, à toi. Votre force, vos outils. Merci beaucoup. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, Nos Héritages, nos.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!